Je deviens maman d'une petite fille et d'un petit garçon, que je me rends compte surtout à ce moment-là des inégalités de genre en fait, et je me dis qu'il est hors de question que ma fille plus tard n'ait pas les mêmes opportunités que son frère. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reçois Laetitia Sauvage. Laetitia, c'est la fondatrice d'About You. Alors About You, c'est une solution RH qui a pour objectif de réinventer le recrutement des postes stratégiques. Alors avec About You et surtout avec Laetitia Sauvage, je dirais pas de blabla. On parle de compétences, de diversité, de confidentialité, point final. Une approche à la fois humaine, tech et ultra concrète. Et on va parler avec Laetitia de recrutement, de mixité, d'IA, et comment remettre du bon sens dans tout ça. Salut Laetitia. Salut Laurent. Bon, je suis ravi de t'accueillir chez moi, dans notre studio, chez Natif. On est très bien accueillis. Eh ben, c'est trop sympa. On parle de mixité, d'IA, de recrutement. Bon, t'as inventé une solution qui s'appelle About You. Est-ce que tu peux nous présenter en 2-3 mots à la fois qui est Laetitia Sauvage et pourquoi tu as créé About You ? Écoute, en fait, dans ma dernière fonction où j'étais DRH, j'ai énormément recruté, notamment sur des postes de direction dans la tech. Ouais. Et en fait, j'ai rejoint des communautés de DRH de la tech et j'ai constaté qu'il y avait des gros soucis de diversité sur ces postes-là. On va préserver les femmes, on va plutôt recruter un homme sur tel poste de CTO parce que les femmes, ça va être compliqué de manager les équipes de développeurs ou les CV de plus de 50 ans. Laetitia, faut pas le dire, mais on le met de côté parce que on a déjà essayé les seniors, c'est pas dans notre ADN. C'est pas que chez moi, c'est dans plein de structures avec lesquelles j'ai échangé. Et en fait, j'ai eu envie de bouger les choses et donc j'ai lancé About You il y a 3 ans pour apporter plus de diversité sur les postes stratégiques avec une méthode structurée. Donc il y a des vrais entretiens qu'on fait passer avec des questions objectives, des scorings, etc. Et puis surtout, tous les profils qu'on pousse via notre plateforme sont anonymisés, c'est-à-dire qu'on va enlever les notions de genre, d'âge, d'origine. Ok, très bien. Alors on y reviendra plus en détail. Laetitia, quand on crée tout ça, j'imagine qu'il y a un déclencheur. C'est quoi ton parcours ? Tu viens d'où et qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné de te dire, en vrai, tous ces éléments que tu as évoqués, j'aimerais y répondre par une solution qui s'appelle vraisemblablement About You. Alors c'est marrant parce que pour te confier un ou deux secrets, hier soir avec les équipes on parlait justement du rapport des femmes et des hommes dans les entreprises, cet équilibre qu'il n'y avait pas toujours et parfois dans les entreprises avec une approche très patriarcale, c'était parfois difficile alors que dans d'autres entreprises c'était peut-être plus ou moins naturel. Donc c'est assez rigolo, on y reviendra là-dessus également. Mais peut-être explique-nous qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené finalement à dire mais en vrai, c'est pas possible, quoi. Moi, je suis une femme et je peux gérer des CTO parce que tu me prends cet exemple-là. Je crois que ça fait partie un peu de ton parcours, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Écoute, moi, je vais bientôt avoir 40 ans. Je suis une maman de 2 petits-enfants. Avant de lancer About You, j'avais bossé 15 ans dans la tech. Donc, effectivement, dans un univers qui est pas forcément très féminisé. T'étais quoi, CTO ? Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai commencé sur des fonctions plus commerciales. Ouais. Après, j'ai été embauchée dans une start-up sur un poste jargon, Head of Customer Success. Donc, tu manages des personnes qui gèrent la relation client. J'ai évolué sur un poste de directrice des opérations. Donc, j'avais autant des équipes techniques, des intégrateurs de solutions que des équipes métiers sous mon management. Donc là, tu fais le grand écart entre la technique, le commerce, le marketing, client, tout le monde, etc. quoi. Enfin, sur un poste vraiment transversal et plutôt business oriented, comme on dit dans le métier. Et puis, on se fait racheter par une boîte parisienne, etc. Une opportunité d'évolution sur un poste de DRH, alors que j'en ai pas du tout le background. Moi, vraiment, à la base, je viens du métier, je viens du terrain. Écoute, je travaille cette mobilité interne avec ma DG de l'époque et je me retrouve DRH dans un contexte post-Covid, accessoirement un petit peu folklore. Et donc, j'arrive sur ce poste-là. Tu te retrouves DRH sur un malentendu, en fait. Limite, ça peut marcher sur un malentendu. mais du coup, sur un malentendu, mais t'es OK avec ça parce que en fait. Ouais, carrément. C'est moi qui l'ai voulu cette évolution parce qu'en fait, j'étais au codir de ma boîte. On était une centaine de collabs, donc petite structure, mais quand même multisite. Et puis, en fait, c'est moi qui avais cette appétence pour porter les sujets transversaux, d'accompagnement des collaborateurs, de recrutement, etc. Et donc, c'est naturellement, en fait, en rentrant de congé mat, j'ai voulu changer de poste, partir de cette casquette opération pour accompagner les hommes dans un contexte qui, je le savais, allait être houleux de transformation post-rachat, post-Covid. Et j'avais envie d'accompagner les équipes autrement que sur un poste purement métier. Ok.
Ce que t'as fait. Ce que j'ai fait, il y a eu des difficultés quand même, déjà parce que c'est pas inné, tu vois, les sujets sociaux, monter un CSE, machin, il y a des trucs, je me suis retrouvée dans des sujets un peu complexes. Et oui, puis, parce que la partie DRH, c'est pas simplement manager des collaborateurs, des collaboratrices. Il y a les éléments sociétaux que tu dois prendre en compte et que tu dois faire évoluer dans l'entreprise en fonction des besoins des uns des autres, c'est ça? C'est ça, ouais. T'as le pilotage des sujets touchy de rémunération, t'as dans des contextes compliqués des contentieux, voilà, t'as pas que le côté sympathique on va faire des entretiens de recrutement pour les postes de direction. Ouais, c'est ça. Et organiser un after work pour créer du lien entre les deux BU qui viennent de fusionner, tu vois. C'est pas ça l'idée, quoi. Il y a pas que les sujets funky. Ouais. Il y en a, mais il y a pas que ça. Donc ça a pas été forcément tous les jours facile, et c'est là qu'effectivement, quand tu te mets à devoir recruter, remplacer notamment des équipes managériales avec une casquette de DRH et plus de directrice de BU que j'avais avant, en fait les cabinets de recrutement avec lesquels on me demandait de bosser, moi ça me sautait aux yeux vu que je venais du métier qui comprenait pas trop mes enjeux. On avait des très très bons commerciaux, mais derrière sur l'efficacité ça peinait un petit peu. Et puis le côté diversité m'a vraiment sauté aux yeux, alors qu'avant j'étais le nez dans le guidon de ma prod, de mes équipes, j'avais pas forcément vu ça, j'avais pas vu les pratiques de recrutement, et c'est ça que j'ai voulu changer, parce que moi c'est le moment où je deviens maman, une petite fille, d'un petit garçon. Mais du coup c'est quoi, c'est ça le déclencheur, c'est le fait que tu deviennes maman, ou c'est le fait que tu sois consciente que finalement les éléments de diversité sont pas cohérents par rapport à tes valeurs? C'est quoi? En fait, quoi de l'œuf ou de la poule, en fait tout est lié, mais c'est sûr qu'au moment où tu deviens parent, je pense que ça met en exergue les valeurs qui sont importantes pour toi, et que je deviens maman d'une petite fille et d'un petit garçon, que je me rends compte surtout à ce moment-là des inégalités de genre, en fait, et je me dis qu'il est hors de question que ma fille plus tard n'ait pas les mêmes opportunités que son frère, et qu'elle, en fait, ce qui m'importait, c'était le sujet, des rôles modèles. C'est que, en fait, très égoïstement, pour ma fille, je veux qu'elle est sur le devant de la scène des femmes qui réussissent, et pas que dans la publicité et dans le monde de la mode. Et à un moment donné, je me dis, mais si on continue de travailler comme on travaille aujourd'hui dans ma société, les choses ne vont pas changer. Voilà. Ouais, et surtout qu'il y a des enjeux, parce que si on prend par exemple l'intelligence artificielle, globalement, si celle-ci est traitée, travaillée, codée par des hommes, il y a le biais, quoi. Il y a le biais à ce que ce soit une vision masculine. Complètement. Donc il y a un bon équilibre à avoir. Donc toi, c'est véritablement cet élément-là qui fait que globalement la maman que tu es veut que sa fille soit l'égale de sa sœur soit l'égale de son frère. Exactement. Et globalement ça avance comme ça. C'est tout à fait ça. Et mais parce que du coup, quand on fait le parallèle avec le recrutement que tu pouvais, en tout cas les missions que tu confiais en termes de recrutement auprès de cabinets, c'était quoi? Parce que tu l'as évoqué en tout début. Le genre, l'âge, le parcours qui crée finalement la crainte, la peur et le fait de dire on met ce CV de côté, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis surtout dans des contextes touchy, en fait, on a envie de se rassurer, et donc on va aller recruter des profils qui nous ressemblent, qui ont travaillé. Là, moi, je travaillais dans ce qu'on appelle dans le jargon la Martech. Donc il faut absolument qu'on ait des candidats et des candidates qui viennent de la Martech. Martech précise. C'est toutes les solutions technologiques autour du marketing, si tu veux. Donc il fallait que ce soit des gens qui connaissent cet écosystème-là. Jeunes, sortis d'une école. C'est ça, sortis du top 5 des écoles de commerce. Donc qui n'est pas plus de 50 ans. On va préserver les femmes pour elles. On va pas les faire bosser sur les fonctions techniques. Et je te parle pas forcément de ma boîte, parce que du coup, tu rejoins des communautés de DRH, etc. Et en fait, on confronte qu'on a toutes les mêmes réalités. Et c'est ça que j'ai voulu changer en disant, mais c'est pas les bons critères. On recevait des CV pour des postes de CMO, et en fait, en 30 secondes, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le CV, tu regardes l'école, le poste actuel. Ça se passe en moins de 30 secondes. En vrai, la sélection, et boum, la personne, elle a fini dans la colonne no-go, sans même qu'on ait vraiment pris du temps à observer son parcours, est-ce qu'elle allait potentiellement pouvoir apporter. Et ça m'a juste hérissé l'épaule, quoi. C'est ta philosophie inclusive. Ouais, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler? Ouais, peut-être, je sais pas. Mais moi, ça me paraissait juste, je sais pas, j'ai toujours eu cette notion, même quand j'étais gamine, d'égalité, et je ne pouvais plus poursuivre de travailler de cette manière-là, quoi. Donc, globalement, post-Covid, tu deviens maman, ou tu es maman, c'est ça. Tu as une fonction de DRH, tu vois des choses qui correspondent pas véritablement à ce que tu as envie de pratiquer, en fait, au quotidien, et le déclencheur est là. Tu dis en gros, non, moi je quitte tout ça là, et je vais créer en tout cas une réponse à ce qui me fait vibrer, c'est ça? C'est ça. Ok.
quelque chose qui ait du sens. Tu pars de zéro, quoi. Je pars de zéro. Je pars avec cette envie de bouger les choses que tu sais quand t'es dans des startups où plein de monde se pose des questions, tout le monde râle, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et en fait, je voulais sortir aussi des râleries et agir. Donc je me suis dit c'est plus possible, on se prend en main, on sort. Donc je suis partie de la société pendant 1 an en fait. Comme tu dis, je suis partie de rien, donc notamment de pas de sous, qui était un sujet. Donc pendant 1 an en fait, j'ai facturé des missions de recrutement en mode conseil. J'ai eu la chance d'être suivie par des anciens clients, des anciens collaborateurs qui m'ont fait confiance, etc. Parce que juste, il me fallait de la trésor pour pouvoir monter une plateforme. Donc, en fait, pendant 1 an, je me suis construite, comme on dit dans le jargon de la startup, bootstrap, tu vois, par le chiffre d'affaires. Et une fois que j'ai pu avoir suffisamment d'argent, on l'a investi dans le développement technologique de la plateforme pour pouvoir accélérer, quoi. Sachant qu'un développement, ça coûte un bras, voire même 2, et voire même 2 jambes qui vont avec, quoi. Partant de zéro, from scratch, tu développes tu fais du conseil, donc tu factures à la journée, j'imagine, en tout cas, des missions. Ouais, la mission réussie, quoi, au recrutement. Voilà, global, donc, mais j'imagine un petit peu le prix, parce que chez nous, on a tenté de développer une application qui a coûté très cher. Comment tu fais? Parce qu'en fait, il faut de la ressource, quoi, en fait. Ouais, alors il faut de la ressource, et puis après, moi, l'histoire, c'est qu'aussi About You, c'est un projet familial. En fait, j'ai beaucoup de chance, c'est que Ludo, mon mari, il a les compétences pour construire une architecture technique et fonctionnelle. Il a l'appétence métier, et en fait, j'ai l'impression que pendant son temps libre, il a dû passer des moments, alors pendant ses nuits, ça a démarré pendant les vacances de la Toussaint, où en fait, il a pris 1 semaine de congé. Pendant 1 semaine complète, on a monté le POC. Donc il était convaincu, quoi. Ouais, il était convaincu, il a un background, il a travaillé un peu dans les RH, ça l'amusait. Il a aussi l'âme peut-être d'un entrepreneur, mais là c'est moi qui entreprends en ce moment, donc ça lui fait plaisir aussi de mettre son énergie et son temps et puis ses compétences que moi j'ai pas du tout sur la partie technique pure. Et donc pendant les vacances de la Toussaint, on a monté un POC, on a fait un micro appel d'offres à notre échelle pour aller chercher un dev full stack qui ensuite développe la plateforme. Et en fait ce dev qu'on a cherché lors de ce POC un peu à l'arrache des vacances de la Toussaint, il nous accompagne toujours 2 ans et demi après. Et Ludo, il reste en overview, un peu en pilotage ponctuel. Et effectivement, j'ai la chance d'avoir un mari insomniaque, donc qui me gère certains tickets la nuit. Là, on va partir en vacances cet été. Et je sais qu'on on a des évols là sur lesquels on va bosser. Donc voilà, c'est un projet familial géré donc avec mon mari Ludo. Et puis après, on a quand même une équipe qui déroule sur la prod au quotidien. Et oui, c'est des sous. Et j'aurais jamais pu le faire sans l'investissement de base que j'ai fait grâce au conseil. Et puis après, j'ai aussi été chercher, comme toi certainement, j'ai eu un prêt d'honneur au défi, j'ai eu une subvention de la BPI. Voilà, il n'y a pas de miracle, quoi. Ouais, il n'y a pas de miracle. Bon, on n'a pas eu au défi, mais c'est pas grave, on s'est débrouillé autrement. Si Ludo a quelques nuits blanches encore à passer, on a quelques sujets s'il le souhaite et c'est plutôt pas mal. Comment on fait quand on a justement quand même son mari, du coup, qui est dans l'aventure? Vous êtes associés? Pas du tout. Enfin, tu vois, c'est des sujets il fait ça comme ça parce que c'est ton mari? Pour le moment, on n'est pas associés. On est associés dans la vie, mais on n'est pas associés professionnellement côté About You. Et écoute, ça se fait naturellement. J'ai beaucoup de chance. Je pense que il m'aime peut-être et que du coup, sûrement. Et du coup, il le fait aussi. Enfin, c'est un projet familial. Non, mais je te taquine, bien sûr. On en parle le matin. C'est les enfants. Enfin, moi, c'est aussi. Enfin, parce qu'on parlait des enfants tout à l'heure. Ça te fait vibrer, quoi. Ça me fait vibrer. Je suis fière de raconter ce qu'on fait aux enfants le matin. Et en fait, About You, ma fille, elle nous en parle tout le temps. Elle me dit, t'en es où? Elle colle des autocollants sur les cartables de ses copines. Trop bien, oui. Voilà, c'est un projet familial. Trop bien, trop bien. Bah, c'est trop bien, d'autant plus qu'en plus, enfin, évidemment, tu es l'exemple. Enfin, ton mari et toi, vous êtes l'exemple auprès de vos enfants, donc ils voient certainement à travers vos actions, enfin, un jeune couple de parents qui se démènent pour créer une aventure et défendre des valeurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ok, donc ça, c'est l'aventure entrepreneuriale familiale. Vous créez votre POC, les choses commencent à prendre forme. Et puis, c'est vrai que moi, je t'ai contacté parce que souvent, on a alors pour le coup, je pense que c'est un avantage d'être une femme dans le monde de la tech, parce que comme il y en a pas non plus des caisses, globalement, quand il y en a une qui fait les choses bien, on a tendance à la mettre en avant. Tu fais partie du classement Choiseul,
Oui. T'as moins de 40 ans. Ça, c'est... Parce que c'était la dernière édition. C'est la dernière. Selon leurs critères, ouais. Écoute, profites-en. Donc, ça, c'est bien. Enfin, t'es mise en avant, ça, c'est plutôt chouette aussi. En tout cas, ça permet, j'imagine, d'avoir une visibilité qui est au profit de ton entreprise. T'es quand même dans un environnement concurrentiel fort. La partie RH, c'est un environnement concurrentiel existant. La question qui m'est venue, c'est quand on s'est rencontrés, c'est quoi la barrière à l'entrée finalement? Parce que globalement, tu recrutes des gens pour des entreprises, sauf que toi, tu te dis, bah en gros, je veux éviter tout type de discrimination. C'est quoi la barrière à l'entrée? C'est la barrière technologique? Je pense que j'ai 2 barrières à l'entrée qui sont 1, l'expertise métier, 2, l'éthique avec laquelle on fait ça. Okay. T'as beaucoup de solutions. Alors, tout à l'heure, je te parlais de la Martech dans les solutions HR Tech, donc toutes les plateformes autour de solutions RH qui se lancent aujourd'hui, mais qui se lancent avec des personnes qui ont pas la petite bouteille que j'ai du métier là et qui en fait vont faire des algorithmes de matching avec l'IA, etc., sans avoir travaillé dans le milieu et qui en fait, perdent le sens, relier la bonne compétence au bon métier, qui vont utiliser l'IA pour aller plus vite, alors que moi, j'utilise pas l'IA pour aller plus vite. J'utilise l'IA juste pour minimiser les biais et pour passer plus de temps, en fait, sur l'humain. Et donc, du coup, c'est pas la même approche et ça donne pas du tout la même chose. Après, ces solutions-là, elles vont faire du volume. Nous, on fait vraiment du qualitatif. On travaille les postes middle, top management. Et donc, en fait, je pense que c'est notre approche métier, le fait on minimise les biais, mais qu'il y a quand même un accompagnement humain avec du vrai temps, avec des vrais entretiens, des questions structurées, comportementales, etc. En fait, juste, on fait bien les choses avec une méthodologie et des bons process. Et côté solution tech, il y a personne qui le fait. Et côté cabinet de recrutement, ils ont la grosse expérience, le gros réseau, etc. Mais par contre, ils ont pas cette appétence pour minimiser les biais et la solution tech qui va bien. Donc nous, on se positionne vraiment in between. Et après, en toute humilité, on n'a pas non plus la vocation de devenir le LinkedIn ou l'Indeed de demain. Tu vas aussi rester à notre place et apporter notre pierre à l'édifice de ce milieu-là. Et si demain, presque il y a des gens qui font comme nous, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle parce qu'en fait, il y a d'autres personnes qui vont adopter et vouloir faire bouger les choses. Oui, parce que finalement, tu pourrais très bien mettre à disposition ta plateforme et ton modèle économique pourrait reposer sur la location de ta plateforme ou la vente de ta plateforme en fait auprès de l'entreprise. En fait, tout est possible. Ouais, parce que ton défi, ton enjeu quand même va si demain tu souhaites t'agrandir fortement et intégrer des collaboratrices, des collaborateurs qui partagent la même philosophie, je dirais, inclusive. C'est ça qui va être difficile, c'est d'avoir des gens qui n'ont pas ces biais et qui sont en mesure d'être plutôt distants par rapport à ça. Parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a une solution technologique qui s'appuie sur l'IA, non pas pour aller vite, mais pour aller mieux, en tout cas, sur des profils. Que derrière, il y a une philosophie qui est la tienne et qui fait que globalement, t'as un traitement, j'aime pas trop ce terme-là, mais un traitement de la personne qui vient te voir où voilà, ça se passe bien, puis ensuite tu rediriges vers l'entreprise. Mais il y a un truc intéressant et important quand même, c'est ce que j'appelle moi le feeling. C'est-à-dire que globalement, au-delà de tout ça, au bout du bout, c'est l'entreprise qui décide, et s'il y a pas le feeling, tu vois, comment on fait? Parce que ça peut être aussi un très très bon CV, mais le côté feeling est extrêmement important. Comment tu le gères ça? Je fais en sorte pour qu'il y ait zéro feeling de mon côté. Il est hors de question que je pousse à mes clients des profils juste parce que je me dis, ces deux-là, ils vont bien s'entendre, ils auront bien envie d'aller boire une bière ensemble le vendredi après-midi, tu vois. Donc nous, notre méthodologie, elle est faite justement pour éviter ça, qu'on ait recruté que sur les compétences, quelles qu'elles soient, sur la dispo, enfin sur des compétences vraiment et des sujets qui sont pragmatiques. Après, les gens me disent, est-ce que les gens, ils viennent masquer aux entretiens? Bien sûr que non. Évidemment qu'après, il y a des rencontres dans la vraie vie qui se passent avec les clients et qu'il y a, alors je vais pas appeler ça du feeling, mais il y a de l'alchimie humaine. Oui, il faut avoir envie de bosser. On passe 10 heures par jour quasiment sur ces postes-là à travailler avec nos collègues, donc il faut que ça passe bien. Mais c'est en bout de chaîne, en fait. C'est pas la raison pour laquelle on va recevoir ou pas une personne. C'est à la fin, entre deux candidats et candidates à compétences égales. Oui, on va recruter celle qui va avoir le plus d'affinité avec soi-même et avec le reste de l'équipe. Mais en fait, ça, c'est un choix qui arrive à la fin, côté client, et qui surtout n'est pas de mon côté. Moi, j'ai enlevé tous ces critères feeling, j'ai enlevé tous ces critères, je vais pousser tel profil parce qu'elle a fait la même école que moi, ou parce qu'il aime la boxe comme moi et ça me parle, ça doit être un battant, enfin tu vois, tous ces préjugés que tu peux avoir sur des trucs un peu bizarres que t'as sur les CV. Donc ça, on évite tout ça, on anti-feeling, sauf éventuellement, effectivement, à la fin, parce qu'on reste des humains. Mais c'est ça, c'est à la fin où c'est plus compliqué, parce que le travail doit se faire en profondeur dans les entreprises, où finalement, tu peux effectivement se dire, j'ai une vocation
vocation plus à aller vers quelqu'un qui me ressemble que quelqu'un qui n'est pas ressemblant, je dirais. Et donc c'est peut-être aussi là la difficulté au bout du bout, en tout cas pour. Ouais, après il faut juste que dans les 3 du bout, bah t'es pas 3 personnes qui sont similaires, quoi. Ouais, si au bout du bout t'as une femme, un senior et un homme blond de 40 ans, je suis dans les clichés évidemment, bah au moins les décisions elles se prennent sur les bonnes choses. Et je pense pas qu'une fois que t'as recruté, que t'as fait des différentes étapes et tout, tu te dises juste je vais recruter la personne qui me ressemble. Au contraire, enfin moi ma meilleure amie, elle est aux antipodes, elle me ressemble pas du tout en fait. Donc je pense que les personnes avec qui on échange ont aussi cette intelligence et cette envie, in fine au bout du bout, d'aller recruter des personnes qui vont finalement compléter le puzzle de l'équipe. Trop bien. Alors il y avait une configuration que j'ai beaucoup appréciée quand tu m'as parlé de ta solution, en tout cas de la philosophie de ton entreprise plutôt, c'était de me dire, tu sais Laurent, t'as aussi pas mal d'entrepreneuses, entrepreneurs qui finalement se sont plantés et qui ont un peu honte, à tort, mais qui en tout cas se disent, mon Dieu, je vais être jugé par la terre entière. Et tu me disais, c'est pas évident finalement de mettre sur LinkedIn open to work. Ouais. Ça, tu rencontres régulièrement ce cas de figure-là, d'entrepreneurs qui sont tombés, qui ont échoué et qui finalement se disent merde, je peux pas l'avouer, je peux pas mettre open to work. Ouais, alors c'est très franco-français parce qu'il y a d'autres pays où c'est pas le cas, mais en France on a vraiment le sentiment que quand on met le open to work, on est moins bankable si tu veux. Ah oui. Ou effectivement quand son aventure entrepreneuriale a pris un tournant, bah on n'est pas encore très à l'aise avec le storytelling du sujet et donc on préfère se mettre en recherche masquée. Donc c'est vrai que About You aide ça, vu qu'on va aider ces entrepreneurs à se reconvertir, à trouver leur plan B sans dévoiler leur identité. Mais après l'anonymat sert aussi des profils qui sont en poste, qui sont sous NDA, qui peuvent pas communiquer ou qui juste ont pas le temps, ont pas envie d'être sursollicités par les sourceurs, les cabinets de recrutement, etc. Donc voilà, c'est vrai que l'anonymat permet de minimiser les biais et aussi d'avoir accès à des profils qui ont juste pas envie qu'on sache qu'ils sont en recherche. Donc ça a aussi cette vertu-là, complètement. Ça c'est plutôt bien, je trouve, en fait, effectivement d'avoir. Quand tu m'as présenté ce cas de figure, je me suis dit mais oui, évidemment, ça me paraît évidemment assez logique. Donc la solution à combien d'années? 2 ans? La solution technologique 2 ans, l'entreprise 3 ans et demi. Oui. Ok, 3 ans et demi. Ça donne quoi là en termes de résultats, du moins en termes de progression? Quels sont ta philosophie, est-ce qu'elle est partagée? Est-ce que tu as des clients qui te disent mais mon Dieu, pourquoi ça n'existait pas avant? Enfin. Ouais, alors écoute, ça a vraiment pris de l'ampleur à partir de 2024. Ouais. Tu vois, là, on est à 5000 candidates qu'on a accompagnées via la plateforme. Et c'est un espèce de stock permanent de personnes qui sont en recherche. Alors, j'aime pas le mot stock, mais forcément, moi, j'aime bien. En le disant, je me dis forcément, bien. Ça va lui parler. C'est des personnes qui sont en recherche, qui rentrent, qui sortent du vivier. Donc, on se dit qu'on commence à avoir de l'impact sur cet écosystème de personnes en recherche. On reste une petite structure. On a une 30aine de clients aujourd'hui qui nous ont fait confiance. À partir du moment où, généralement, on fait un recrutement, derrière, ils refont appel à nos services parce qu'ils sont plutôt convaincus par la méthode. Après, de manière tout à fait réaliste, l'année 2025, ça n'a pas été la meilleure année économique pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde, voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait une meilleure année 2024 que, à mon avis, je vais faire sur 2025. Donc là, on est dans la résilience, surtout sur une solution qui prône la diversité, dont on vient de parler, qui est pas forcément entre nous le concept le plus trendy du moment, même au niveau géopolitique mondial, tu vois. Donc on repart un peu sur une phase de pédagogie. Alors on parle plus de diversité, on va parler de méritocratie, tu vois, tu te mets à devoir jouer sur les mots parce que les budgets RSE dans les entreprises sont plutôt restreints. Et moi j'échange avec des clients, on a des grands comptes, on a des PME et en fait côté grands comptes, les budgets RSE c'est la cata, ou alors ils ont fait des PSE, ils ont dû licencier. Donc forcément dans ces périodes-là, tu vas plutôt prôner la mobilité interne que d'aller recruter en externe, etc. Donc 2025 c'est plus chaud que ce qu'on aurait eu envie après la très belle progression qu'on a eue en 2023-2024. Après, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on parlait avant d'allumer les micros. Et puis là, ça fait depuis 15 jours que tout s'enflamme. Je pensais partir en vacances tranquille. Et au final, on a plein de missions qui retombent. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc, en fait, on est sur un métier où on est vachement dépendant de la santé économique du marché. Et donc, on se doit d'être agile et réactif en permanence, quoi. Ouais, et puis d'être présent quand le marché répond, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Comment tu te positionnes par rapport à l'APEC? Je sais plus ce que veut dire APEC
exactement, mais association pour l'emploi des cadres. Pour l'emploi des cadres, aussi simple que ça, voilà. Comment tu te positionnes par rapport à l'APEC? Parce que globalement, ta solution pourrait répondre à un besoin pour l'APEC, qui certainement, là encore, ça va être dans les clichés, mais la personne de plus de 50 ans qui doit retourner sur l'emploi, qui du coup subit les préjugés, etc., etc. Comment tu fais par rapport à cet organisme-là? Eh ben écoute, merci beaucoup de poser ça sur la table. En tout cas, on est partenaire de l'APEC Hauts-de-France. Ouais. Donc on a eu la chance qui nous convie à différents événements. On a pu faire animer des ateliers avec des cadres, des entreprises en recherche, etc. pour obtenir justement leur feedback. Et on a sensibilisé un certain nombre de conseillères qui maintenant, j'ai des candidats et des candidates qui m'appellent en me disant qu'ils ont eu connaissance de la solution via les conseillers. Et ça, c'est à l'échelle des Hauts-de-France. Et donc, si à l'APEC, ils m'entendent, et effectivement, on peut se dire qu'on pourrait avoir un déploiement à l'échelle plus nationale, ça serait effectivement le next step, parce que complètement, t'as un vivier de candidats qui sont en recherche. Il faut se dire les choses en France, en ce moment, il y en a un certain nombre, qui sont concernés notamment par ces sujets de diversité. Et oui, si on pouvait plugger à leur CV Tech quel mérite d'exister, mais une solution qui ferait que direct, il serait anonymisé. Enfin voilà, ça serait... il y a clairement des ponts et des automatisations à penser. Je crois que l'ancienne directrice régionale de l'APEC Hauts-de-France est maintenant à Bordeaux ou à Lyon. Ok, tu vois, on ira faire un petit détour des vacances. Ça peut faire un petit lien assez intéressant. Lille, c'est la famille en fait, hein, donc ça c'est plutôt cool. Comment tu vois la chose, l'avenir, comment tu le vois? Donc on le disait, une année 2025 a pas été très simple par rapport à 2024. Un besoin, j'imagine, d'intégrer en tout cas des partenaires et des nouveaux clients. Comment tu imagines la suite pour recruter tes nouveaux partenaires? Enfin, tu t'appuies sur quoi? Parce que t'es une petite équipe. Je t'ai vu, on s'est croisés à Vivatech. C'est comme ça qu'on s'est croisés pour la première fois, je crois, alors qu'on est connecté sur les réseaux. Mais tu fais feu de tout bois. Mais est-ce que t'as des solutions, des tips à nous partager? Écoute, l'écosystème local, franchement, on a la chance quand même dans les Hauts-de-France d'être vachement bien accompagnés. French Tech, je viens de rejoindre leur board, mais même avant, si tu veux, t'as parlé de Vivatech. J'ai eu la chance d'exposer pendant une journée complète sur le stand de la MEL. Et en fait, on a vraiment été portés, par la French Tech, par Aura Technologies, par la métropole européenne de Lille, par Odefi qui était là. Et en fait, t'avais les leads et les présences sur le stand qui arrivaient tout seuls. Franchement, on n'avait rien à faire. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir cet écosystème qui nous met en avant en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse dans le Nord. Donc ça joue beaucoup. J'ai un sujet qui est quand même aussi politique, tu vois, qui concerne la diversité, qui concerne l'usage éthique de l'intelligence artificielle, etc. Ouais, comment tu fais ça? Écoute, tu vois, on a pris contact avec la ministre de l'Emploi, notamment à Vivatech, et on a pris contact avec Clara Chapas, qui est la ministre en charge de l'IA et du numérique. À Vivatech, je sais pas si t'as vu, on a pu serrer la main à Emmanuel Macron, lui pitcher la solution, etc. Mais du coup, on a rendez-vous à l'Élysée fin août. C'est intéressant ça, parce que du coup, on pourrait penser que parfois que le président passe, il te fait un coucou, tu serres la main, machin. Comment ça se passe derrière? Il y a toute son équipe qui suit derrière et qui du coup prend les enfin, tu vois, concrètement, fais-nous rentrer un peu dans les coulisses, parce que bon, t'as serré une paluche, c'est bien. Je suis donc à une main du président de la République à travers toi, mais c'est quoi la suite derrière? Parce Écoute, que du déjà, moi, j'étais impressionnée parce que tu dis j'ai serré une paluche, mais ceci étant, j'ai pu l'interpeller et il s'est arrêté. Je pense que ça a duré 1 minute 30. Pendant 1 minute 30, il te lâche pas la main, il t'écoute vraiment. Et il a des rebonds et des questions qui sont over pertinentes. Enfin, tu vois, tu dis c'est un mec qui derrière va gérer la guerre en Ukraine, tel sujet, etc. Et sur le moment, il est over. Et sur toi. Il est vraiment sur moi. Et derrière, il y avait Clara Chapas qui était à côté, avec qui j'avais échangé le matin et qui a confirmé Emmanuel Macron que ce qu'on disait, ça avait du sens, c'était bien, etc. Et de ce fait-là, il nous a mis en relation tout de suite, mais dans la foulée, avec sa garde rapprochée qui suivait en fait dans les allées. Pendant qu'il tirait la main. Voilà, il me dit écoutez, c'est bien, il faut que vous rentriez en relation avec telle personne. Et donc j'ai échangé une carte de visite avec cette personne directement, avec qui on a repris contact derrière, et donc on est convié à un rendez-vous à l'Élysée fin août. Donc écoute, c'est bien parce que déjà ça a des suites, c'est pas juste pour
pour la vidéo, je sais pas quoi, tu vois, qu'il a fait ça. Je pense que s'il pensait pas que ça avait du sens sur des enjeux actuels, il se prendrait pas le temps, tu vois, de faire ça à leur niveau. Donc maintenant, c'est à nous, quoi. C'est bien d'avoir ce rendez-vous, va falloir le transformer. Bien sûr. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, mais il faut transformer. Voilà, c'est pas juste les paillettes et on va aller faire le selfie à l'Élysée, tu vois. C'est vraiment derrière comment on va transformer cette rencontre en un moment qui va pouvoir avoir du sens sur les next steps, quoi, sur ce qu'on veut développer, sur la solution qu'on peut apporter pour leurs enjeux actuels du moment, notamment l'emploi des seniors, qui est une vraie thématique. Il y a des lois qui sont en train de tomber sur le sujet. C'est bien. Il y a des promesses, il y a des chartes. Nous, on est là pour apporter une solution pragmatique, en fait. Et donc, comment on peut faire en sorte que cette solution, elle soit poussée pour accélérer et être dans l'action et pas juste dans les mots, les promesses, les intentions, etc., quoi. Trop bien. On en parlait encore hier avec l'équipe, justement, sur la gestion d'une carrière. Gestion d'une carrière, généralement, la moyenne, t'arrives à 40 ans, t'es au taquet, 45, puis après, ça décroît un petit peu. Et d'ailleurs, la PEC avait fait une campagne sur les seniors. C'est-à-dire qu'à 50 ans, t'es un vieux senior, alors que moi, j'ai 49 ans. Je me considère au taquet, tu vois. Mais néanmoins, t'as quand même entre 50 et 64 ans, 14 ans à travailler. J'imagine, à la fois quand t'es salarié, mais quand t'es aussi chef d'entreprise, si jamais tu te casses la gueule, putain, c'est pas simple, quoi. Hein. Ah non, mais en fait, ça nous concerne tous. Donc ça nous concerne tous, c'est ça. Et dans l'action et dans les faits, je trouve qu'il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises qui s'emparent réellement du sujet d'une manière pragmatique. Et j'ai des sujets, retour de karma, mais j'ai des vrais sujets où j'ai des personnes qui m'ont dit non, les seniors, et ça c'est pas fait. Et puis 3 ans après, on se retrouve sur la touche et tout d'un coup, ça devient un sujet, quoi. Tu veux dire que ce même senior qui disait non, c'est pas notre truc, parce que tu l'as dit, les dirigeants d'entreprise, c'est encore plus compliqué quand tu as été à un poste à très grande responsabilité, parce qu'il y en a beaucoup moins, pour retrouver un travail après. Effectivement, à partir de 50 ans, et moi je commence à avoir fait pas mal d'accompagnement, c'est ultra difficile de retrouver un emploi. Encore plus si alors tu cumules le fait d'avoir été entrepreneur ou entrepreneuse, ou alors après on va considérer que, tu vois Laurent, là t'as bientôt 50 ans, en plus t'as été entrepreneur, donc ça va être compliqué, il va pas être agile, il va pas accepter une hiérarchie. Alors, voilà. Enfin, tu vois, t'as des préjugés qui sont vrais ou pas vrais selon les personnes, alors qu'en fait, l'âge de la retraite en France aujourd'hui c'est 64 ans, et je pense que quand ça sera à moi de partir à la retraite, ça sera encore plus. Donc on parle d'une plage de temps de 15 à 20 ans, où on est au firmament de toute l'expérience qu'on a pu acquérir dans toute notre vie. Franchement, les seniors, ils sont over dynamiques, ils sont dans une posture de transmission, ils ont beaucoup plus de temps presque à donner que les parents de jeunes enfants qui doivent aller courir après leurs enfants à la crèche, etc. Donc les préjugés ils vont pas être disponibles, en fait c'est juste l'inverse. Enfin bon bref, il y a plein de choses sur lesquelles il faut travailler sur les préjugés, mais pour ça, il faut qu'on leur laisse plus de chance qu'un CV. Parce que si, accessoirement, à 50 ans, tu sais pas faire un joli CV avec des papillons qui clignotent sur Canva, tu vois ce que je veux dire? Et non que juste parce que ton CV, il est pas beau et que t'as une adresse Wanadu, on va dire, non, on va pas le recevoir, quoi. Il y a plein d'associations de type 60 000 rebonds aussi, qui s'occupent justement de ces t'as graines de moutarde, etc., t'en as plein. Mais c'est bien. Mais sauf que derrière, faut mettre en action, bien sûr, bien sûr. Trop bien, Laetitia. On voit qu'on a un produit qui finalement a de l'avenir, parce que on a tous vocation à vieillir et à être finalement confrontés parfois à des accidents de la vie, qui sont un peu le sel de la vie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là? Écoute, des bonnes vacances. Bon, déjà. Là, on va essayer, mais comme je te disais, il va y avoir business, on va jongler entre les deux. Et puis de trouver comme tu l'as dit, voilà, on est sur un bon sujet, qui a de l'avenir. Je pense qu'on apporte vraiment une vision différenciante au marché. Et maintenant, il va être temps de passer peut-être à l'échelle, d'accélérer. Et ça, je pourrais pas le faire seul. Donc, c'est de trouver effectivement les bons partenaires, les bonnes mises en relation, les bonnes opportunités. Enfin, dans le monde de l'entrepreneuriat, du business, c'est aussi ça. C'est les bonnes rencontres au bon moment. Et donc, de savoir faire ces bons partenariats pour accélérer et apporter encore plus d'impact à notre solution. Ça va être vraiment ma feuille de route pour la rentrée. Feuille de route pour la rentrée. Alors ça tombe bien parce que cet épisode sera diffusé à la rentrée, donc on te souhaite d'avoir passé de bonnes vacances, mais surtout effectivement d'avoir en fait des leviers pour accélérer et finalement mettre ta solution au plus grand nombre. Ça veut dire quoi? T'associer, intégrer une entreprise. Écoute, il y a plein de solutions possibles. Il y a 2 ans, j'aurais dit non, jamais au grand jamais. Maintenant, je dis mais oui, bien sûr, discutons.
il y a plein de solutions possibles. En fait. Trop bien. Très bien. Comment on fait pour te contacter? LinkedIn? LinkedIn, bien sûr, H24, et puis sur boytube.fr, on répond aussi très vite. Merci Laetitia. Merci à toi Laurent pour l'accueil. Merci d'avoir participé à la Learning Expédition Hauts-de-France. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, passez de bonnes vacances, ou en tout cas, j'espère que vous aurez passé de bonnes vacances. N'hésitez pas à nous suivre, à liker, commenter, partager. Je vous embrasse et à bientôt. Bye.